ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille fait un bilan à mi-parcours de l'opération de retraite d'enfants et des femmes en situation de rue. Les détails dans quelques instants. Et puis l'ONG Orcad veut outiller les acteurs des industries extractives sur des notions de propriété réelle en vue de pallier à plusieurs maux qui minent ce secteur. Bienvenue à cette édition. Marie-Hélène Ilboudo Marchal, ministre en charge de la famille, était face à la presse ce matin en vue de faire le point à mi-parcours de la campagne de collecte de fonds pour soutenir l'opération de retraite des enfants et des femmes en situation de rue. Les précisions avec Samuel Wangré et Odette Zouangina. À la date du 20 août 2018, l'opération des retraites des enfants et des femmes en situation de rue, entamée par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, le 10 août dernier, se présente comme suite. Nous avons enregistré au niveau du centre d'accueil d'urgence 654 enfants enregistrés, dont 215 présents et 16 retournés en famille. Au niveau du centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, 170 personnes, dont 63 femmes et 107 enfants. Au niveau de l'auberge Nongurmasum, 58 personnes, dont 20 femmes et 38 enfants. Au niveau de l'auberge de Sissin, 82 personnes, dont 28 femmes et 54 enfants. Outre la prise en charge classique, à savoir l'hébergement et l'alimentation, il y a le volet non moins important de l'encadrement qui est la réinsertion, l'appui psychologique, la stabilisation, l'apprentissage au métier et le retour en famille. Face aux journalistes, Laurence Ilboudo a parlé sans langue de bois, assurant que l'opération a d'ores et déjà l'assentiment des populations et elle s'est dit plus que jamais optimiste, malgré le mauvais présage des syndicats et de la faible collecte de fonds. Je demande peut-être à ces syndicats qui pensent ou qui prévoyaient l'échec de cette opération. J'ose espérer que c'est eux qui échoueront pour leur pronostic et dire que leurs enfants aussi ne sont pas à l'abri d'être des enfants en situation de rue demain. Donc je veux leur dire ça. Et dire que aussi longtemps que je serai à la tête de ce département, aussi longtemps que je serai burkinabé en vie, je me battrai pour cette cible. En ce qui concerne justement la campagne de collecte de fonds pour un budget prévisionnel de 253 865 000 francs CFA, le ministère a récolté plus de 186 millions de francs CFA et plus de 140 millions de francs CFA ont fait l'objet des dépenses. Madame le ministre d'ajouter que cette campagne est tout sauf populiste ou politique, mais qu'elle relève plutôt de la protection sociale des femmes et des enfants. À cet effet, 16 organismes non gouvernementaux ont promis la prise en charge de 150 enfants. Hélène Laurence Ilboudo Marchal a appelé à l'humanisme de tous et a interpellé les plus sceptiques à prévaloir l'esprit de solidarité. Et pour montrer l'exemple, Madame le ministre a offert un chèque de 500 000 francs CFA. À l'horizon 2020, la propriété réelle des industries extractives doit entrer en vigueur dans tous les pays mettant en œuvre l'ITIE, parmi lesquels le Burkina Faso. L'objectif de ce processus est de lutter contre la corruption, l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les acteurs du secteur des mines ont été conviés pour un atelier de formation initié par l'Organisation pour le renforcement des capacités au développement. Yannick Kaboré et Théodore Yamiogo pour le reportage. Savoir et pouvoir identifier les propriétaires réels d'une entreprise minière, c'est l'objectif que s'est fixé l'atelier de formation des acteurs du secteur minier, de la société civile et du secteur privé en général. L'idée est de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE qui exige une pleine participation indépendante et active de la société civile dans le processus de sa mise en œuvre afin de créer plus de conditions de transparence et de redevabilité dans la gouvernance des industries extractives. Il y a des gens, pendant leur exercice, du fait de leur position politique, ont créé des conditions, se sont passés des concessions d'exploitation, créer des entreprises fictives en leur nom
Et quand ils ont quitté leurs fonctions, ils sont devenus en réalité des vrais propriétaires de ces entreprises-là. Donc tout cela va consister à démontrer un peu les aspects de prix de transfert, comment un même groupe commercial qui a plusieurs filiales de façon complexe arrive à déjouer la fiscalité pour se faire beaucoup d'argent. Par exemple, une même société peut créer une société d'exploitation d'eau minérale. Il crée une autre société qui fabrique les bidons d'eau minérale, une autre société qui fabrique des étiquettes pour coller sur le bidon, une autre société de distribution. Mais ils se font des transactions comme s'ils ne se connaissent pas. Donc les prix qu'ils appliquent, ce n'est pas la même manière que si c'était effectivement des filiales qui ne se connaissaient pas du tout. Donc comme ça, l'impôt n'arrive pas à savoir que c'est la même société qui joue le tour de tout le monde. Donc ce sont toutes ces complexités que nous allons décortiquer pour voir comment il y a vraiment urgence et nécessité de lutter contre ces fléaux-là, parce que ça fait perdre des milliers et des milliards d'argent à nos États, surtout les États faibles africains. En 2020, la propriété réelle dans les industries extractives doit entrer en application dans tous les pays mettant en œuvre l'ITIE. À cet effet, le Burkina Faso a déjà élaboré sa feuille de route de mise en œuvre de cette exigence et est dans un processus d'information et de sensibilisation des structures devant contribuer à la réussite de sa mise en œuvre. Il s'agit pour l'ITIE international de faire des sociétés minières dans les pays qui mettent en œuvre cette initiative la prise en compte de la propriété réelle comme une exigence. En ce sens que désormais, une société minière qui veut par exemple se créer au Burkina Faso doit être identifiée de façon complète, de sorte qu'on connaisse quels sont les vrais propriétaires de cette entreprise, c'est-à-dire les vrais actionnaires de cette entreprise. L'objectif, c'est de lutter contre des sociétés écrans. C'est de lutter contre le blanchiment de capitaux. C'est de lutter contre la fraude fiscale, les délits financiers. C'est également de lutter contre le financement du terrorisme en tenant compte du contexte aujourd'hui. Donc, les pays qui mettent en œuvre l'ITIE doivent prendre des mesures pour lever tout obstacle qui pourrait poser un problème d'identification de ces propriétaires-là. Donc la formation aujourd'hui va consister à partager avec les participants ce concept, ces enjeux, ces défis, la responsabilité de chaque acteur et surtout le processus déjà mis en route par le Burkina Faso pour mettre en œuvre cette mesure. Parce qu'à partir de 2020, ça va devenir une obligation pour tous les pays qui mettent en œuvre l'ITIE. Notons que la réussite de la mise en œuvre de la propriété réelle dépend à la fois du gouvernement, des entreprises extractives, de la société civile et de tous les citoyens. Il paraît judicieux de faire en sorte que tous les différents acteurs soient informés et comprennent ce nouveau concept, ses enjeux et ses défis. L'actualité à l'étranger, un fait insolite dans cette édition. C'est l'euphorie pour des migrants africains qui, après avoir bravé vents et marées, ont enfin pu fouler le sol européen. Ils sont ivres de joie. Ces migrants africains viennent d'entrer en Europe. Certains arborent même le drapeau de l'UE. Une centaine a réussi à passer sur les 300 qui ont tenté d'escalader la clôture qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Ceuta. La clôture fait 6 mètres de haut et elle est hérissée de barbelés. Tout simplement, je remercie ma maman. Oui, c'est ça. Bonne chance à tous les amis qui sont derrière. Bonne chance mes amis. D'après les autorités espagnoles, les migrants ont blessé 7 membres de la garde civile et leur ont jeté des récipients remplis d'excréments, de sang et d'acide. Ici, ils arrivent au centre de migrants où ils sont salués par ceux qui s'y trouvent déjà. Depuis le début de l'année, plus de 3000 migrants sont entrés dans les deux enclaves selon l'Organisation internationale pour les migrations.
De tels passages en force sont récurrents dans les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, les seules frontières terrestres de l'Union européenne avec l'Afrique. Elles font respectivement 19 et 12 km² et comptent moins de 100 000 habitants chacune. L'Espagne les contrôle depuis les 16e et 15e siècles, mais le Maroc les revendique depuis son indépendance en 1956. Et puis le président américain Donald Trump est entré en guerre commerciale avec la Chine populaire en vue de réduire son déficit commercial vis-à-vis de Pékin. La reprise des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine risque d'être tendue. Ce jeudi, l'administration Trump entend augmenter de 25% ses taxes sur les importations chinoises. Nourriture, tabac, produits électroniques, en tout 16 milliards de dollars de produits sont concernés. À Pékin, on menace de représailles. Mais pour les économistes, cette politique commerciale agressive aura des conséquences défavorables pour les deux pays. Les produits alimentaires par exemple, l'électronique, les jouets, les textiles ou les vêtements. Tous ces produits sont achetés par la classe moyenne. L'augmentation des coûts va se répercuter sur les consommateurs américains. À la fin, c'est le peuple américain qui va payer. En juillet, les États-Unis avaient déjà taxé 34 milliards de dollars d'importations venant de Chine. Le président américain est entré en guerre commerciale avec le géant chinois pour réduire son déficit commercial, un déficit estimé à 375 milliards de dollars l'an dernier. Donald Trump accuse Pékin de forcer les entreprises américaines à céder leur propriété intellectuelle pour pouvoir exercer leur activité en Chine. Il suspecte également le pays de manipuler sa monnaie pour maintenir un taux de change favorable. Les États-Unis menacent encore de taxer 10% sur 200 milliards de marchandises supplémentaires en septembre. Donald Trump a d'ores et déjà déclaré qu'il n'attendait pas grand-chose des discussions avec la Chine. Encore un mot de l'espace dans cette édition. Un satellite européen a été lancé dans l'espace avec pour objectif de révolutionner les prévisions météo. Aeolus a été lancé avec succès dans la nuit dernière. Top. Mise en orbite réussie pour Aeolus, le satellite européen qui doit révolutionner les prévisions météo. La fusée Vega s'était lancée sans encombre la nuit dernière depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française. C'est désormais à une altitude de 320 km que le satellite va mesurer les mouvements de l'atmosphère terrestre, dont le vent, ce qui permettra d'affiner les prévisions météorologiques sur toute la planète. Aeolus couvrant l'ensemble du globe en 7 jours. Sa mission d'exploration durera 3 ans pour un coût estimé de 481 millions d'euros. À ce jour, les météorologues n'utilisent que les ballons météo et autres instruments pour traquer les nuages et observer les mouvements des vagues océaniques. Tous ces systèmes ne prennent pas de mesure de l'ensemble du globe à des altitudes allant de la surface jusqu'au sommet de l'atmosphère. Pour établir un modèle, ils ont besoin de plus d'observations, de données, et c'est là que le satellite Aeolus entre en scène. Il mesurera les vents qui poussent les nuages jusqu'à 30 km d'altitude, comblant ainsi une lacune dans le système d'observation de la Terre pour les prévisions météo. Le satellite fournira des données et des cartes dynamiques en 3D grâce à son instrument Aladdin qui sondera l'atmosphère à l'aide de lasers ultraviolets, ce qui permettra d'établir une cartographie précise des vents, de renseigner les dynamiques et processus tropicaux qui influent sur le changement climatique et peut-être donc de mieux anticiper ou de prévenir les inondations et incendies. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir chez vous.